yanga ezali bonza ya nzambe mokakotwa ya bankoko nanga natambela kakombo ya nzambe nalinga yangana nanyo likambo yango batonkama balobaka kaka yanga yo ekamutinga bombo nanga na te ya soseti butubutu nzela ya molili mpona nini. Absolument à faire comprendre son souci pour qu'un jour on dise que la RDC c'est la terre d'avenir pour tous et c'est André. Ainsi il a fait de la DGM son cheval de bataille. Monsieur Dambela Presse, aujourd'hui c'est votre jour. Je me réserve tout privilège de continuer plus loin parce que je sais que M. Adrien, qui est le chargé de communication et presse à la DGM, qui en principe est le patron de cette cérémonie, est là pour commencer les hostilités. M. Adrien, s'il vous plaît, avec votre permission, M. le directeur général et le directeur général, je vais inviter M. Adrien pour utiliser la cérémonie. Merci beaucoup, Monsieur le chef de protocole. Chers confrères, aujourd'hui, une fois de plus, la Direction générale des migrations vous a invité à assister à la cérémonie officielle de présentation de la 2e édition du livre intitulé « Le développement de la République démocratique du Congo par la DGM ». La première édition a été présentée dans la semaine du 1er au 5 juin 2002 par le directeur général, à l'époque directeur général adjoint, c'était à l'ISP Gombe et au plateau de la RTNC. Avant toute chose, nous tenons à nous excuser pour ces petits retards, indépendants de notre bonne volonté. Au fait, pourquoi le développement de la RDC par la DGM? Telle est la question que nous nous posons, que vous vous posez assurément. Mais pour ce faire, nous allons passer la parole au directeur général qui va vous dire pourquoi le développement de la RDC par la Direction générale des migrations. Monsieur le directeur général, je vous passe la parole pour que vous puissiez dire aux journalistes présents pourquoi le développement de la RDC par la Direction générale des migrations. Je vous passe la parole, monsieur le directeur général. Plusieurs années, ce que représentait l'immigration dans notre pays. L'immigration d'abord était un service inaccessible à la presse, dont l'autre fois, l'année dernière, nous avons même évoqué sur ce plan-là en disant que la porte de la 2GM est ouverte à toute la presse et surtout pour éviter toute confusion possible. C'est vrai, nous avons déjà pour la première fois présenté ce petit ouvrage, le développement de la RDC par la Direction générale de migration. C'est vrai, notre d'abord souci primordial sur quoi, c'est de sortir l'immigration de services secrets, c'est-à-dire, et à travers l'expérience qui nous lie à travers le monde, nous disons quoi? L'immigration, c'est le développement du pays. Dans l'immigration, plus particulièrement entre nous, nous pouvons par exemple évoquer aujourd'hui l'expérience américaine, l'expérience occidentale, l'expérience océanique, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et quoi, tout ça. Donc, ce que je peux dire, certainement, beaucoup parmi vous ont déjà lu ce petit ouvrage, et de ne pas vous étonner que nous insistons toujours de dire que la porte de la 2GM est ouverte à tout le monde, sans distinction ni discrimination raciale.
Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire la première édition, dans cette seconde édition, il y a un chapitre qui nous lie vraiment beaucoup, le chapitre 6, page 47, tel que nous disons, le sol congolais est 5 milliards de dollars. Ce n'est pas une chose que nous inventons, mais c'est tout simplement pour dire que notre pays est extrêmement vaste et c'est un pays qui a besoin du concours de tout le monde, sans distinction raciale, mais des hommes de bonne volonté parce que nous en trouvons un peu partout. Il y a des hommes comme des femmes qui veulent venir en RDC et y vivre, et nous avons suffisamment de l'espace pour que toutes les communautés confondues puissent vivre dans la tranquillité et exploiter nos richesses, dont l'immigration qui est la porte d'entrée, l'immigration qui est l'accueil, doit être une immigration exemplaire et non une immigration policière, une immigration de tracasserie. Cela ne dit pas que nous voulons que l'immigration soit un service passoire ou quelque chose comme ça. Absolument pas. C'est un service de sécurité publique, et la première sécurité publique dans un pays, c'est la lutte contre le chômage, dont l'immigration congolaise aujourd'hui doit apprendre ensemble avec le Congolais comment et pourquoi lutter contre le chômage. À ceux qui ont eu l'occasion, par exemple, de connaître cet hôtel Memling, où nous nous trouvons à ce moment, parmi nous, il y a ceux qui ont connu Memling, aux années dont nous voyons des photos. Dans cette salle, il y a ceux qui ont connu Léopoldville, par exemple. Quand nous prenions le bus 5, par exemple, de la gare centrale, pour Yolo-Ezo, ceux qui prenaient le bus 27 de Royal pour Ngoufou, peut-être d'autres ne savent pas ce que signifie la ligne 23, qui partait du marché central pour Matete Mongo, un quartier Mongo. Alors tout ça, c'est des souvenirs inoubliables qu'aujourd'hui, à travers nos capacités intellectuelles, nous devons faire quoi pour l'avenir de ce pays. Pas une recolonisation comme tant d'autres interprètent, mais c'est tout simplement de dire que cette belle époque-là était le fruit de l'ensemble de ceux qui étaient beaucoup plus intelligents que nous, à travers un mouvement migratoire, parce que la colonisation fut un mouvement migratoire des autres êtres humains dont je dois encore remercier une fois encore, voir des gens qui sont partis de leur continent, arriver chez nous avec des mouches tchétchés, là où il n'y avait même pas de sentiers, mais ils ont réussi à faire ensemble avec nous ce que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo. Voilà, chers amis, chers frères, il serait beaucoup plus mieux, là je vais demander à notre responsable de presse, à ceux qui ont déjà eu l'occasion certainement de parcourir et au moins peut-être, s'il y a des points peut-être flous qui ne sont pas compris, donc nous sommes là disposés à expliquer le pourquoi. Et surtout, là je peux déjà avancer, parce qu'il y a d'autres qui nous disent déjà, oh voilà l'immigration aujourd'hui, voilà, il y a des étrangers qui ne nous accueillent pas bien chez eux, et quoi tout ça. Ça déjà je dois vous répondre par un non, parce que les Congolais, à ma connaissance, les Congolais ont toujours été bien accueillis partout dans le monde. Ça, j'ai des preuves où je n'ai pas entendu parler de quelqu'un d'autre, mais que j'ai vécu comme responsable d'immigration
et non comme responsable de l'immigration, c'est-à-dire à travers toutes les années où on était à l'extérieur, par exemple, on avait eu cette chance de vivre avec des Congolais partout à travers le monde, dont ce n'est pas seulement les capacités étrangères dont on a besoin, mais il y a aussi à l'extérieur des Congolais de très grande valeur. Je prends à titre d'exemple, nous nous sommes fait violence pour attribuer des visas d'établissement permanent gratuits à tous les étrangers d'origine congolaise. Et aujourd'hui, sur le 3200 Belges environ que nous enregistrons en RDC, on a plus de 800 Belges d'origine congolaise. Donc, c'est en faveur de qui? C'est à notre faveur à nous. Donc, en tout cas, prenons l'immigration et non comme instrument de répression, prenons l'immigration comme instrument de développement, dont nous sommes disposés, avec la presse surtout, pour que la presse puisse vraiment comprendre cette signification de l'immigration et de ne pas avoir la haine envers les autres qui viennent vivre avec nous. Parce que nous autres, nous avons connu des pluies dans la commune de Dendale, par exemple, et après la pluie dans la commune de Dendale, c'était toujours le beau temps. Nous qui avons connu, on partait de peut-être avenue Kalembelembe ou Bouta, de la commune de Barumbu, la commune de Kinshasa, jusqu'à atteindre la commune de Saint-Jean. Je parle de la commune de Saint-Jean. Si je parle de la commune de Saint-Jean, cela signifie beaucoup de choses. Et je suis aussi conscient que parmi nous ici, il y a peut-être d'autres qui vont s'interroger commune de Saint-Jean. Mais je dois vous affirmer que c'était l'une des communes très belles, même pas si asphaltée dans l'ensemble de cette commune. Voilà, je vous remercie. Le général a dit que la presse à la DGM est ouverte à tout le monde. Pour tous qui veulent écrire sur la DGM, il y a un service de la presse qui est ouvert, qui reçoit tout le monde et à tout moment pour un complément d'information ou pour telle ou telle autre préoccupation. Le directeur général a dit que cette deuxième édition est le complément de la première, où il y a le chapitre 6 qui est beaucoup plus important. Pour ceux qui ont lu la première édition, ils vont trouver que dans cette deuxième édition, il y a 2 chapitres complémentaires qui peuvent toujours vous intéresser sur le plan de la politique migratoire de notre pays. Le directeur général a essayé un peu de présenter une partie de la capitale congolaise en commençant par l'hôtel Memling, qui fut à son temps, d'après les DG par des cartes, ce qui l'hôtel est aujourd'hui. Il a aussi indiqué que pour ceux qui croient que les Congolais sont mal accueillis ailleurs, ce n'est pas le cas. Parce que d'après son expérience et les tours qu'il a fait à travers le monde, les Congolais sont bien accueillis sous d'autres cieux. Il a aussi pour dire que la Direction générale des migrations, à travers ses livres ici, peut amener beaucoup de nos compatriotes à comprendre qu'est-ce que c'est le développement à travers la migration de la population. Peut-être le chef de protocole a oublié de donner les programmes. Prévu que le directeur général présente les livres. Après présentation des livres, il y a échange de questions-réponses avec la presse et il y aura un petit cocktail à la fin de cette cérémonie. Nos amis de la presse ont reçu l'ouvrage depuis samedi. Je suppose que vous avez lu les contenus de cet ouvrage. Nous sommes, le directeur général est à votre disposition pour éclairer certains points ou certains points d'ombre que vous avez eu dans cet ouvrage. Les amis de la presse, vous avez la parole. Nous allons procéder comme ceci. Vous présentez votre organe et vous posez la question.
à la fin de la question, nous prenons aussi un deuxième intervenant qui va procéder de la même façon. Après les deux intervenants, le directeur général va répondre et ensuite nous allons reprendre le même système. Pour ceux qui ont, ceux qui ont des préoccupations, ils peuvent déjà avancer ici pour poser des questions au directeur général. Je vous en prie. J'ai en rapport avec ce que vous dites dans le livre à la page 25, les mécanismes qui vont organiser notre diaspora, donc les Congolais de l'étranger. Et dans ce livre, pour ce qui concerne ces mécanismes-là, vous proposez un certain nombre de pistes. Je cite la mise sur pied d'une caisse de développement. Et puis, vous faites allusion pour parler que la DGM aurait entrepris avec les pays qui ont l'habitude d'expulser nos compatriotes. Alors, c'est au sujet de l'expulsion de nos compatriotes que je voudrais que vous donniez quelques précisions. Il y a quelques temps, des gens étaient chassés, la Hollande, les Pays-Bas. Je crois que vous devez être au courant de cela. Il y a les Congolais de la diaspora, donc les Congolais de l'étranger, qui ont des problèmes actuellement, tout le monde le sait, des Congolais, entre guillemets, parce qu'on nous dit que certains de ces Congolais auraient la double nationalité. Or, notre nationalité est une exclusive. Je suis en train de me poser la question de savoir si je dois encore le considérer comme des Congolais. Bref, ces Congolais d'origine qui ont des problèmes à l'étranger, j'aimerais savoir si au niveau de la DGM, vous avez entrepris, comme vous le dites là, des pourparlers au sujet de ces Congolais, du monde musical notamment, qui ont des problèmes. Il y en a qui sont incarcérés depuis un bon bout de temps. Le cas de Jules Chung, peut-être est connu. On nous parle d'un autre artiste musicien qui serait incarcéré depuis 5 jours, aussi Bozien, on ne pouvait pas les citer. Dans les rues de Kinshasa, il est dit que Kofi aurait même fui Paris, parce que la police française serait à ses trousses. Je veux savoir si vous avez toutes ces informations-là, et si, à votre niveau, vous avez entrepris des pourparlers, comme vous le dites dans le bouquin, avec ces pays dans lesquels les Congolais de l'étranger ont certaines difficultés. Et alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez entrepris, monsieur le président? Je félicite monsieur le directeur général de la DGM pour l'initiative de vouloir communiquer. C'est rare que des services publics comme ça se donnent la mission de dire aux Congolais ce qu'ils pèsent ou ce qu'ils ne pèsent pas. C'est déjà un mérite pour nous. Mais lorsqu'on parcourt le document, on réalise quand même qu'il y a un certain nombre de données qui manquent. Puisque vous évoquez les questions de développement, les chiffres manquent. Et ça vous a posé des questions là. Qu'est-ce que lorsque vous dites le développement de la République démocratique du Congo par la migration, vous ne dites pas combien d'argent la DGM peut générer à travers une migration bien tenue pour les étrangers qui arrivent. Dites, par exemple, au bout d'une année, moi, la DGM, si vous me dotez de tel autre moyen, je suis capable d'amener dans la caisse de l'État 500 millions de dollars, à condition que ça n'apparaît pas. Alors, ce développement, vous le pensez comment? Et puis, autre donnée, je me dis, comment voulez-vous puissiez penser le développement si déjà l'identification des Congolais pose problème? C'est vrai que vous êtes aux frontières, mais en fait, ces Congolais, vous les identifiez comment? À travers quel document? Et puis, autre observation, le livre apparaît comme une action isolée, qui ne s'intègre pas dans le cadre de la politique nationale, dans la mesure l'accord global inclusif 1+4, ça vient apporter une modification de l'espace politique. Vous allez maintenir le livre tel que vous le pensez, parce que ceux qui auront véritablement le pouvoir vont penser autre chose. Et qu'adviendrait-il s'ils arrivaient à rejeter votre proposition? Et puis, je vois la toute dernière question. C'est vrai que vous dites qu'il faut permettre aux étrangers. Quel type d'étrangers? Parce que les investisseurs, les vrais, ils n'arrivent pas facilement. Là où il y a le bruit de vote, ces gens-là n'arrivent pas. Ils nous arrivent à travers les sources bien connues, le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Les vrais investisseurs prennent encore la distance. Et ce qui nous arrive,
C'est vrai, ça peut être des touristes, encore moins. Mais la plupart des gens, on peut dire entre guillemets, c'est des farceurs. Parce que si on ne sait pas identifier les Congolais, alors les étrangers, même vous ne dites pas combien des étrangers vivent actuellement en République démocratique. Combien il y en a à Kinshasa, combien il y a à Lubumbashi, ils sont dans quel secteur? Parce que généralement, la loi minière interdit le séjour d'un certain nombre d'étrangers dans les zones minières. Mais quand on arrive à Tchikapa, on est surpris de rencontrer plusieurs étrangers et de plaintes. Et ça, la DGM préfère fermer les yeux parce que la mondialisation nous oblige d'ouvrir toutes les grandes portes, de faire sauter les barrières douanières et fiscales. Je vous remercie. Ce sont des questions très intéressantes dont je vais commencer à répondre à la première pour l'expulsion et nos engagements avec des pays qui expulsent, c'est quoi tout ça. Ça d'abord, c'est depuis la création de la 2GR en 1997. On s'était opposé à ce genre de choses. Mais nous ne refusons pas. Entre-temps, je peux prendre le cas. Ici aussi, nous expulsons. Quand nous expulsons, nous ne contactons même pas ces pays, les pays des ressortissants, de ceux que nous expulsions. Mais je prends l'exemple de la Hollande. Il y a eu même des pétitions, soit disant que le DG Yambouya ou la 2GM a reçu d'énormes sommes d'argent pour accepter l'expulsion de Congolais de la Hollande. Tout ça, c'est faux. Au contraire, je crois, j'ai des délégués, j'ai des directeurs ici qui ont effectué des missions en Hollande. Imaginez-vous dans des centres fermés en Hollande, par exemple. Nous arrivons. Moi, personnellement, j'en ai visité avec certains de nos directeurs qui sont ici, des Congolais, je dis bien des Congolais. On a des listes, on a tout, qui disent en lingala évidemment, ah vieux, oye awa, nga na mboka wana na kozonga lisusu te. Malamu na vanda na nabutu na prison awa, mais na kozonga na mboka wana te. Est-il normal? Est-il normal? C'est pas normal. En plus de cela, l'Europe aujourd'hui, ce n'est plus l'Europe que nous avons connue il y a, je ne sais pas combien d'années, quand on partait 10 et on revenait 8-9. Quand on partait, quand on disait nous partions là-bas pour revenir avec l'intelligence de là-bas. Mais aujourd'hui, l'Europe que nous partons, c'est comment comment rentrer avec des costumes, comment envoyer des dollars à nos parents. Mais beaucoup d'entre nous qui ont vécu de l'Europe de cette époque-là, quand nous partions dans toutes les ambassades ici, à 8 heures et à 9 heures, on avait déjà son visa sans difficulté. Personne ne parlait d'expulsion. Qui parlait d'expulsion? Il y a 30 ans, il y a 25 ans et quoi tout ça? Rien du tout. Mais le phénomène d'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, par exemple, tout récemment, une mission avec Tropicana, je l'ai même dit à la télé. Admettons que parce qu'il y a une histoire commune qui nous lie avec la Belgique, que la Belgique puisse dire aujourd'hui, en tout cas, les Congolais peuvent entrer en Belgique sans visa. Je vous jure, toutes les maisons ici seront vendues. Et dans cette salle, nous allons nous compter au bout des doigts. Personne ne va rester ici. Personne ne va rester ici. Il y a des Congolais qui sont arrêtés, par exemple, dans des faussetés. Combien d'étudiants, je dis bien, combien d'étudiants congolais qui sont régulièrement inscrits dans des universités, dans des écoles, je parle, parce que nous parlons ici d'expulsion surtout des pays Schengen. Combien d'étudiants sont expulsés de la France, d'Italie, de la Hollande, et ils sont nombreux qui sont dans des études là-bas, ceux qui se comportent bien. Mais nous avons toujours tendance à défendre ceux qui s'allient congolais. Tous ceux que nous prenons dans des aéroports avec de faux papiers, et quand ils arrivent là-bas,
avec cette tendance, mais pour envoyer, je ne sais pas quoi, pour rentrer, mais tout ce qui est et quoi, tout ça. Est-ce que l'Europe, c'est encore l'Eldorado de l'autre fois, là où tout peut tomber? Il y a beaucoup qui quittent le pays croyant qu'il faut atterrir à Zaventem ou à Fiumicino à Rome. Ici, nous avons besoin de facilité et nous avons cette habitude de croiser les bras, de ne rien faire. Donc, c'est-à-dire, en tout cas, nous avons beaucoup défendu, bien qu'en acceptant à la fois ce qu'on appelle le vote charter. Moi-même, j'en ai été plus des réponses de ces compatriotes qui sont renvoyés ici. Aucun étudiant, aucun médecin, rien dans notre propre pays. Ce sont des filles. On voit à la fois des vendeurs de cacarettes, mais tous ceux qui ont vécu en Europe savent bien que la commune de Ville avait créé de la République du Zaïre hier, et aujourd'hui encore la RDC, la plus mauvaise réputation des Congolais à l'extérieur. Pourquoi? Nous 2017, quand il y avait encore cette possibilité. Et nous, on a l'habitude, nous devons l'accepter. Nous avons l'habitude, là où on sert, là où on Congo, mais avec $100, vous allez rapporter quoi? En Belgique, qui est déjà un pays tout petit, 80 fois que le nôtre. Le problème des musiciens, la faute est individuelle. La faute est individuelle. Pourquoi ils n'avaient pas connu ce phénomène-là? Quand nos parents achetaient des disques qui apparaissaient. Moi, je suis aussi convaincu que la musique congolaise aujourd'hui ne rapporte rien à nos musiciens. Ne rapporte rien. Combien de gens achètent encore des disques ou quoi, tout ça, comme hier, quand le disque de Vita, de Viclong ou quoi, tout ça apparaissait ici. Nos parents qui ne partaient même pas dans de bars. Mais il faut voir, à l'époque, il y a très peu d'années encore, je peux dire, il y a 30 ans ou quelque chose comme ça, tous les Congolais avaient accès à acheter des disques, mais aujourd'hui, même quand on voit tous ces stades pleins et quoi, tout ça, qui remplissent les stades ici quand il y a nos fameux concerts habituels? Ce sont tous nos enfants qui sont dans la rue. Ce sont eux qui remplissent nos terrains. Donc les problèmes de Bawemba, de quoi et quoi, tout ça, ce sont des choses individuelles. Ils ont posé leur acte. Donc nous, avant même de poser cet acte, nous on avait même condamné les chancelleries occidentales ici. Parce qu'on avait écrit à toutes les chancelleries. On avait dit, toute chancellerie d'abord qui délivre de visas multiples aux musiciens, aux groupes religieux, c'est des chancelleries complices d'immigration clandestine. Combien de fois nous débarquons déjà avec des interpositions, des photos et quoi, tout ça, à travers des visas, et quoi, tout ça, vous trouvez normal? On amène 200 musiciens et combien rentrent ici? Joseph Kabasele avait amené combien de gens en Europe pour ne pas rentrer quand c'était encore la belle époque de l'école de la musique congolaise. Et nous, on a besoin de revoir cette école-là à travers la relève de nos fameux musiciens qui sont là. Alors, ceux qui ont commis leurs problèmes, comme le cas de Wemba, qui est d'ailleurs un ami d'enfance, on a grandi ensemble, et quoi tout ça, nous connaissons, non, je le connais personnellement, pas comme musicien. Donc, je le connais d'abord parce que nous avons grandi ensemble. Quartier Rankin, pour ne pas parler de Matongé dans sa configuration actuelle, ce qu'il a commis là-bas, c'est ce qu'il a commis là-bas. Et je prends l'exemple. Samedi dernier, nous avons expulsé le directeur général de la Sabena. Nous l'avons expulsé. Irrégulier en RDC pendant 6 ans. Vous trouvez ça normal? Malgré ses responsabilités. Et c'est nous, on avait demandé à la Belgique, voilà, on va l'expulser. Mais non, on l'a attrapé, la main dans le sac, et on a pris une décision, il n'est même plus rentré chez lui à la maison. C'est-à-dire, on n'a pas refoulé tous les agents de la Sabena, malgré la qualité de sa personnalité. On l'a attrapé, avec tout ce qu'il a commis.
nous l'avons mis dans l'avion. Il est parti. C'est-à-dire, c'est une chose individuelle. Aujourd'hui, il y a combien de Congolais en Belgique? Il y a plus de 50 000 Congolais en Belgique. En fonction de l'étendue, évidemment, et des richesses qui nous contiennent. Vous voyez le problème. Donc, de ce côté-là, nous avons de collaboration, de bonne amitié, de bons souvenirs avec les gars. Cela nous donne un visage juste et prospère pour l'avenir. Tandis qu'en ce qui concerne pour génération de recettes et quoi tout ça, je dois tout de suite vous dire que dans un pays, quand l'immigration se considère génératrice de recettes à travers le visa et quoi tout ça, moi je vous dis carrément non. À ce titre, on est en train d'imprimer un nouveau visage, par exemple. Nous disons que nous voyons un étranger que ceux qui ont connu Amato et frères, ceux qui ont connu... Quand les fumées jaillissaient partout dans la ville de Kinshasa ici, Léopoldville autrefois, parce que, personnellement, mais que dire de 1 plus 4? Et que dire de 1 plus 0? Je dis 1 plus 0, c'est comme nous autres, nous étions en exil. Nous, on ne pouvait pas mettre pied ici. Sinon, on allait se traiter, je ne sais pas, de saucissons, corned-beef, quoi, tout ça. Et c'était 1 plus 0 parce qu'il y avait l'inégalité de force. Mais nous disons que ce problème de 1 plus 4, c'est un autre problème. Donc notre souhait est de voir que les Congolais puissent comprendre l'avenir de leur pays. Ce n'est pas seulement le dit. Mais oui, ça je le dis avec fierté. La politique d'immigration dans notre pays depuis 1960 n'a jamais été définie. Et la politique d'immigration a été gérée sur ce que j'ai toujours dit pour la Deuxième République, par du gangstérisme par exemple. Qui oublie les années 73, des grandes spoliations des biens des étrangers ici? C'est ça le problème. Il n'y a jamais eu la politique d'immigration dans notre pays, mais dans des pays qui se disent civilisés par exemple. Le débat d'immigration est actuellement ce qu'on est en train de faire. Donc le peuple congolais dans son ensemble doit rentrer dans le débat d'immigration pour dire que l'immigration d'hier et l'immigration d'aujourd'hui sont deux choses différentes. Là, nous sommes en train d'entrer dans l'ère de véritable service d'immigration. Donc, dans l'accord inclusif et quoi tout ça n'est qu'un accord bienvenu pour que nous puissions retrouver vraiment un paix. Que ce ne soit pas une paix fantaisiste. Et d'abord, cette paix, c'est dans le but de quoi? C'est de développer le pays. C'est de développer le pays. Et développer le pays, c'est quoi? Le Canada est là et développé. À travers quoi? À travers l'immigration. Les États-Unis, combien de peaux rouges, par exemple, sont dans l'armée américaine aujourd'hui? Presque 0. Dans l'armée américaine, c'est qui? C'est des Congolais, c'est des Français, c'est des Irlandais, c'est des Rwandais, c'est tout le monde. Même nous-mêmes ici, en RDC. Il y a combien de Congolais qui assument de très hautes fonctions, comme vous l'avez même évoqué tout à l'heure, la nationalité congolaise, et quoi, tout ça. Mais ça, ce ne sont que des fantaisies, parce que c'est des gens qui ont fait cette loi-là. Tous leurs enfants qui ont vécu en Belgique, en France, aux États-Unis, sont américains, français et quoi, dont nous délivrons aujourd'hui des visas permanents gratuitement. Et tous ces gens-là ont besoin que leurs enfants, malgré des nationalités acquises ailleurs, ils deviennent des ministres ici. Hein. Leurs parents ne se battent pas pour que ces enfants deviennent des ministres en Belgique, en France, en Italie, en Amérique. Jamais. Tout en sachant que c'est nous qui avons institué ce système. Une difficulté inutile pour chasser d'autres couches des hommes. Ce pays a été édifié, construit par l'ensemble de tout le monde. Et c'est ça l'immigration.
pour ceux qui ont eu l'occasion d'arriver à Montréal, par exemple, ou dans certaines villes mais canadiennes, vous verrez, il y a des policiers canadiens, d'origine indienne, des policiers canadiens, d'origine indienne. Vous le voyez en tenue de policier, mais avec le ruban à Londres. À Heathrow, à Londres, par exemple. Mais vous trouverez combien de Noirs, plus noirs de peau que nous tous ici, qui travaillent à l'immigration à Heathrow. À Paris, à Amsterdam, à Schiphol, ceux qui ont eu l'occasion d'arriver un peu, de voyager partout dans ces points. Donc ça, c'est vraiment un faux problème. Et puis pour le problème des étrangers, par exemple, dans des zones minières. Et là, nous-mêmes, mais là-dedans, vous allez même dire ça. Nous disons, l'obstacle sauf conduit. L'obstacle sauf conduit. À l'époque coloniale, ce n'était pas une loi raciste parce que, une fois dans une discussion, dans une réunion, on nous avait évoqué une loi de 1928 réglementant la circulation pas des étrangers d'ailleurs, la circulation de tout le monde dans des zones minières. Mais à cette époque-là, personne, mais il y a des ressortissants de Chikapa ici, ou de Mbujimaï, qui prenaient l'appel pour creuser le diamant. Personne. Il y avait des mécanismes de l'État à l'époque pour ces matières premières. Mais à partir du moment où le feu président Mobutu avait libéralisé le diamant, dire que voilà, tout Congolais peut creuser le diamant de pierre précieuse. Et cette loi était devenue caduque. Là aussi, nous devons dire quoi? Mais c'est encore toujours ces gens-là qui sont les profiteurs de cette donnée. Et je vous jure, parmi nous ici, nous connaissons Mbujimaï, ce n'est pas un jourien Mbujimaï, je peux dire, quand je vois Mbujimaï, capitale mondiale des diamants, mais physiquement, c'est une ville, ça. C'est pas une ville. C'est un gros village incroyable, dont les meilleurs souvenirs encore dans cette ville, c'est toujours les infrastructures laissées par ces mêmes étrangers que nous interdisons aujourd'hui d'aller là-bas. Nous connaissons Chikapa parmi nous. Je peux interdire aux étrangers d'aller à Chikapa à cause de diamants si nous avons exploité ces diamants-là comme il faut et développé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a rien. Chikapa, c'est devenu quoi? Quelle est la nouvelle infrastructure moderne à Chikapa? Donc nous disons, non, pour nous, qui s'engagent aujourd'hui. Donc tout le Congo est zone minière. Entre-temps, la rentrée, pour dire que l'immigration doit être génératrice de recettes, non. Nous disons une immigration touristique, par exemple, dont on en a même évoqué là-dedans. Immigration et rentrée de devises. De devises, rentrée du trésor public n'est pas nécessairement que l'immigration puisse empocher. Et les mécanismes qui ont été établis ici à l'époque de la Deuxième République, c'était tout simplement pour de petits groupes de gens qui se sont fait trésor vraiment public. Mais le Kenya fait 3 milliards de dollars par an uniquement par le tourisme. L'autre fois, on était en réunion à Nairobi. Il y a même des restaurants à Nairobi d'où les gens partent le vendredi recevoir un séminaire de 3000 étrangers dans la ville de Kinshasa. Passer l'infrastructure hôtelière. Pourquoi? Parce que le tourisme n'existe pas. Donc, l'argent de rentrée de devises ou quoi dans le trésor public n'est pas nécessaire que la DGM puisse définir que dans une année ou quoi, tout ça, absolument pas. Et aujourd'hui, les chiffres sont là-dedans. Les chiffres sont là-dedans. Si on a besoin de 20 000 étrangers dans notre pays,
y compris les territoires. 13 000 étrangers, y compris le Rwanda ou Burundi. Rwanda, Burundi, pour ne pas dire Burundi. Donc, nous devons toujours être liés, connaître l'histoire du passé. On ne peut pas bâtir le futur sans connaître les bases, les anciennes bases de notre passé. Et voilà pourquoi nous disons, notre génératrice de recettes, c'est de créer 2 emplois. Donc, nous, à des guerres de clans inutilement, dans certaines responsabilités de l'État que nous détenons, entre nous, quelle est notre politique de créativité d'emploi? Rien du tout. Et voilà notre rentrée de recettes dans le trésor public. C'est favoriser la créativité d'emploi. Qui trouveront du travail? Il y aura 10 000 boys qui vont trouver du travail. Ne regardez pas seulement les universitaires, dont je ne nie pas ou je ne conteste pas leur valeur universitaire, mais je dois dire la formation que nous avons obtenue hier et la formation que nos enfants sont en train d'obtenir aujourd'hui n'est pas une formation égale. Il y a même que dirais-je, la malformation intellectuelle aujourd'hui dans le pays. Moi, chaque jour, même le DGA est là et d'autres directeurs, des demandes, mais vraiment la façon que ces demandes sont vraiment, c'est triste de voir que ces bonnes politiques d'immigration, comme je l'ai dit même à l'introduction, nous sommes à l'exemple. Le Bénin, le petit Bénin ici, Cotonou et Porto Novo, nous sommes plus de 10 000 Congolais là-bas. Mais ici, en RDC, on n'a pas 100 Béninois. Et sur les 100 Béninois environ qui sont ici, 85 sont des missionnaires, prêtres et des sœurs et quoi tout ça, des religieux. Allez à Lagos. Uniquement dans la ville de Lagos, il y a plus de 20 000 Congolais. Et toujours ici, dans cet hôtel Memling, il y a 2 ans environ, quand nous, on a tenu une conférence ici, avec la presse toujours, signifiant qu'il y avait, je ne sais pas, 350 000 clandestins, et avoir 350 000 clandestins dans un pays dont il n'y a ni emploi, ni rien. Alors c'était des chiffres, je ne sais pas, arrivés d'où. Mais quand on avait arrêté les Ouest-Africains ici, et quand les Ouest-Africains avaient fait grève de 4 jours, ici, en ville, tous les magasins de pièces de rechange étaient fermés. 80% des véhicules qui circulent dans la ville, dans le transport public et autres, sont de mitraille, qui ne nécessitent même pas d'aller au contrôle technique, sinon ce sont des véhicules à rejeter. Et ces véhicules ne pouvaient plus sortir pendant ces 4 jours. Mais qui détiennent ces magasins de pièces de rechange? C'est encore les étrangers, les 1500, le 1200 ou 300 Nigériens qui sont ici, que nous devons nous emporter contre eux. Ça n'a aucune importance. Pendant que nous, dans la seule ville de Lagos, nous sommes plus de 20 000. La dernière fois que j'ai été à Beyrouth, j'ai été reçu dans une salle par 650 Congolais à Vioko Kendete. Ce que tu as Mongolais, Moussala, tu as Yambayonde na terrain. Ah, nous sommes une communauté de combien de Congolais? Hier, Zaïrois. Nous sommes restés dans nos richesses ici. Est-ce que le Bénin est plus riche que nous? Nous disons non. Donc, nous devons être accueillants. Pour que la population trouve ces personnes que nous connaissons de la Deuxième République, que nous devons dire non dans cette Troisième République. C'est non, la Deuxième République. Une représentation schématique avec chiffres à l'appui de ce que la DGE pourrait peut-être générer en contrepartie de ce que notre pays pourrait peut-être recevoir comme nombre d'investisseurs. Pour être un petit peu beaucoup plus clair que ça, je crois que vous avez suivi le directeur général. Il n'a pas parlé d'une immigration qui laisse les portes ouvertes à tous les aventuriers du monde, non.
Il a parlé des touristes et des hommes bien. Donc c'est une immigration sélective. Et pour aller encore beaucoup plus loin que ça, je pense que avec une bonne politique de migration, comme le directeur général a eu à le dire, et quand ces gens vont peut-être s'installer ici chez nous avec ces bonnes intentions de venir effectivement investir, pas d'aventuriers, des véritables investisseurs, je crois que la bonne politique de migration voudrait peut-être que nous puissions mettre nos réalités sur table et en parler. C'est-à-dire, quelles sont les conditions pour qu'on puisse accéder à tel ou tel autre type de visa? Quelles sont les conditions peut-être pour accéder à tel ou tel autre type de titre de séjour? Avec ça, nous allons peut-être essayer de voir et évoluons. Merci. Politique d'accueil, c'est ce qui m'a intéressé. Je suis un peu resté sur ma soif parce que on n'avait pas été trop explicite, notamment en ce qui se passe dans les postes frontaliers ou dans les postes frontières. Je parle d'un cas, je n'ai pas la même expérience de voyage que vous, qui avez fait pratiquement le tour du monde, mais vous savez bien qu'il y a des dispositifs d'accueil au niveau des aéroports, principalement, qui permettent, qui font que les voyageurs sont mis dans de bonnes conditions pour justement effectuer leur voyage. Au mois de décembre, j'ai voyagé aussi et à l'aéroport de Njili, j'ai trouvé une maman juste au poste de contrôle où on était en train d'ouvrir sa valise et de fouiller tout ce qu'elle avait dans sa valise, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais cette maman-là, je vous assure, je voyageais avec elle de Kinshasa jusqu'à Rome en transitant par Paris. Elle était mal à l'aise tout au long du voyage parce qu'on avait touché à ses sous-vêtements, à ses soutiens pendant qu'on faisait la fouille des bagages. C'est ça ma préoccupation parce que vous-même vous connaissez bien, partout où vous êtes passé, dans tous les aéroports, il y a des dispositifs, il y a des conditions où, et puis les bagages. On n'ouvre plus pratiquement les voyages, que ce soit à Charles de Gaulle, à Fiumicino ou je ne sais où. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre aussi ces dispositifs ici pour permettre à ce que les gens puissent voyager quand même dans des conditions honorables, surtout dans notre pays où ça plaise quand même de conscience compte tenu de notre culture. Merci. J'ai lu en diagonale votre livre qui contient plusieurs chapitres, mais vous insistez plus sur le 6e, les sous-sols congolais et ses millions de dollars. Est-ce une façon de dire que la DGM accorde désormais un régime de facilité aux étrangers parce qu'on a besoin d'argent et parce qu'on a besoin de création d'emplois? Et même si cette source d'argent est problématique, même si c'est de l'argent sale. Et une question qui intéresse beaucoup les Congolais, c'est le fonctionnement des services d'immigration dans les différentes sorties du pays. Est-ce que je veux savoir, est-ce que vous avez la maîtrise de tous les mouvements migratoires à partir de la RDC? Parce que si cela n'est pas très bien défendu, si les investisseurs que vous appelez des flanquiers à partir de l'extérieur, ils ont sans doute une autre image de nos services d'immigration et ils vont hésiter pour venir, même si vous leur accordez un régime de facilité. Merci. Je crois que beaucoup d'entre nous ont vu la création de la DGM à notre arrivée le 17 mai 1997. Dont la sortie comme l'entrée en République démocratique du... Mais nous étions même, à l'espace de 2 mois de travail, côté le 4e service d'immigration de l'Afrique. Personne n'était dérangé à l'aéroport de Njili. C'est que vous venez d'évoquer. Rien du tout. Ça aussi, je dois l'avouer. Et chaque fois qu'on est en train de faire un bon pas en avant, il y a encore un autre mécanisme qui arrive brusquement. Pouf! Voilà. Ce que vous dites là, mais
On a vu des passagers en 97, de bus 78, des étrangers qui ont vécu ici, qui ont cru, après avoir atterri en Djili, qui ont cru se tromper de la destination. Ah oui, non. Donc, des gens qui rentraient dans l'avion, qui ne croyaient pas, en rapport de quoi? De ce que vous connaissez, de l'ANI à l'aéroport de Ndjili, à l'arrivée, comme au départ. Mais tous les efforts que nous avons imprimés à cette... D'ailleurs, vous êtes l'ancien, vous avez vécu ça. Même si aujourd'hui vous êtes à la radio au Capi, dont la DGM fait partie de tes bases. Vous avez vécu ça, la belle époque de la création de la DGM. Pourquoi on était à ces résultats? Et aujourd'hui, nous disons, nous ne ferons pas un pas en arrière, quelles que soient les difficultés. Nous sommes en train de lutter. Donc, notre lutte aujourd'hui, d'abord, c'est de faire respecter le décret du chef de l'État 036 de l'année dernière, définissant les services qui doivent opérer publiquement, pas seulement à l'aéroport d'Ndjili, dans toutes nos frontières. Parce que toutes les difficultés qui se passent à l'aéroport, par exemple aux frontières, on voit avant tout la 2GM. Je prends à titre d'exemple. Je crois le directeur Iko est là, il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. J'arrive, je vois dans le petit bureau de l'hygiène 3 Européens. Il y avait 2 Belges et 1 Français. L'autre avait déjà payé $300 d'amende. Les 2 autres sortaient déjà l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas leur carte d'identification. Et quand je me suis mis debout, les autres m'ont vu. Ah, ils ont pris la tangente, hein, disons parce que le DGA était là. Et mais je vais convoquer au bureau le directeur, docteur, celui qui s'occupe de la quarantaine. Mais moi j'ai dit au ministre Machak, nous qui prenons l'avion à tout moment ici pour Zaventem, Charles de Gaulle, nous d'abord qui partons du pays là où il y a des microbes, là où il y a toutes sortes de maladies, quand nous prenons nos avions ici, quand nous arrivons à Zaventem, qui t'a demandé la carte de vaccination là-bas? Et c'est lui qui vient là où il y a la sécurité sociale, là où il y a le soin, et quoi tout ça, il arrive, c'est lui qui est dans la malpropre, doit lui exiger $300 d'amende. Et tout ça, ça tombe sur la tête de la 2GM. Que voilà, l'immigration, ça ne va pas. Alors que l'immigration n'a rien à voir là-dedans. Tout comme nous disons, nous ne refusons pas que les services d'hygiène fonctionnent aux frontières. Mais il y a une manière de fonctionner. Donc, tous les bévues qui se passent dans nos frontières, on ne voit rien d'autre que la 2GM. Ça, je dois vous affirmer, aujourd'hui, même à l'aéroport de Ndjili, dire que les agents de la 2GM sont en train de fouiller jusqu'à toucher aux caleçons des dames, moi je te dis jamais. Je vois le directeur là et d'autres. Et moi je partais à Bruxelles, j'étais avec madame l'ambassadrice de Belgique, l'épouse de l'ambassadeur, de l'excellence ambassadeur de la Belgique. Quand nous sommes arrivés à Bruxelles, à Zaventem, ici, ce que nous voyons là-bas, ce n'est pas de notre ressort d'ailleurs, ce qui se passe là-bas. Je crois, M. Dominique est là, de l'Air France, il peut nous témoigner. Quand l'Air France, il y a 50 passagers qui arrivent, mais pour le retrait de bagages, c'est 400 personnes. Hein. C'est-à-dire, nous devons tout simplement dire, nous ne pouvons pas continuer à nous accuser, mais c'est de conjuguer l'effort commun que cela ne se passe pas comme ça. Et c'est la volonté de chacun de nous. Et là, nous le disons. Pourquoi ne pas copier ne fût-ce qu'un millième de ce que nous voyons ailleurs, à l'extérieur? Mais dire que la 2GM ne sait pas défendre
la 2GM, mais en tout cas, de ces histoires de mettre la main jusqu'à des vêtements de gens, en tout cas, le jour que tu verras un agent de la 2GM commettre le statut de l'aéroport, on saura comment agir. Mais l'effort est en train d'être effectué pour mettre fin à ce genre de pratique. On ne peut pas comme à la nuit. Nous n'inventons absolument rien. Mais je peux vous affirmer que, même en posant cette question, on peut prendre l'avion ensemble ici. Une personne m'a dit, je verrai le vide qui est là. Comme l'a même dit le DGA, ce n'est pas que la porte de la RDC est ouverte à tous les aventuriers. Comme aussi nous pouvons rendre cette porte ouverte aux aventuriers. Quand les conditions sont produites dans un pays, vis-à-vis des étrangers qui veulent vraiment venir, et c'est là que crée toujours ce genre de phénomène que nous déplorons. Mais si les conditions sont vraiment souples, et chez nous les conditions sont souples, je vous jure, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'acquérir la nationalité américaine des UCA après 10 ans. Si vous avez votre argent en poche aujourd'hui, $100 000, $200 000, tu peux avoir de terrain ou quoi tout ça aux UCA, je vous dis que la nationalité américaine est à la portée de chacun de nous ici. Et c'est là que nous disons quoi? Quand nous parlons du sol congolais, réalité, qui viennent ici, au contraire, nous voulons qu'il y ait des acquéreurs, comme nous disons, du peuple équateur. Parmi nous ici, il y a ceux qui connaissent l'Équateur, qui parlent de Bikoro à Mbandaka, 128 km. Il y a 30 centaines de plantations là-bas. Et quand il y avait ces plantations là-bas, il y avait la productivité. Mais aujourd'hui, c'est une route foutue. Et dans chaque plantation, il y avait au moins 3-4 véhicules, des tracteurs, une mauvaise politique l'immigration imprimée avec la spoliation de biens des autres, et moi, je pense que c'est fort. Quand vous savez, mon ina mabé, à ça, on m'a bêté. L'Istouma a dit sur Balnier, mais quoi, tout ça, et je ramène en Belgique, en Inde, et quoi, tout ça. D'accord? On nous avait tout laissé ici. Qu'est-ce que nous on a fait avec ça? Rien du tout. Voilà pourquoi nous disons le marché migratoire de terre. Ça se fait au Canada, ça se fait en Australie, ça se fait dans des pays déjà suffisamment développés, aux États-Unis. Allez voir. Ce qu'on est en train de vouloir imprimer, ce ne sont pas des inventions ou d'imagination comme ça vague, mais ce sont des choses qui se sont réalisées partout ailleurs. Je prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Je prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande. C'est l'un des pays très difficiles pour obtenir le visa. Et j'en ai vécu moi-même à Auckland, quoi, tout ça, cette expérience-là. Tu débarques aujourd'hui en Nouvelle-Zélande avec un visa de 15 jours, 30 jours, tu arrives là-bas, même si vous restez 2 mois, personne ne viendra te déranger. Mais par contre, quand ton visa était encore valable, tu es dans un hôtel, et quoi, tout ça, on voit tel Bernard, son visa est expiré. Mais pendant 30 jours, il était dans un hôtel. Mais 31e jour, alors qu'il n'a plus de visa, mais il a trouvé un appartement quelque part. Ah, il a pris un Maori là, son domestique. Ah, donc Bernard est déjà utile, hein? Il a pris un Néo-Zélandais comme... ah non, non. Bernard, on l'a retrouvé dans une agence en train de chercher un bar et quoi, tout ça. On s'en fout des activités que font les Néo-Zélandais. Mais on voit ce que l'homme peut réaliser ensemble avec le Néo-Zélandais. Et demain, ah non, non, il ne prend plus le bus,
mais il a quand même acheté une voiture. Et il a pris un chauffeur néo-zélandais. Ah, il a déjà 2 travailleurs. Non, il a trouvé un coin là-bas, il a mis son bar et quoi, tout ça. Il utilise 3 servants. Ah, l'immigration néo-zélandaise viendra te voir. Alors que tu n'as pas encore un seul papier pour t'installer en Nouvelle-Zélande. Et l'immigration va te guider. Ah, monsieur Bernard, va là-bas régulariser ton séjour. Mais ici, nous faisons quoi? Même si quelqu'un vient avec un bon projet, avant déjà de mettre son projet en action, pouf, il va dire, mais comment nous autres nous arracher? Mais c'est un morceau dur aussi pour nous arracher cette révolution de 17 mai. Hein. Ça, avec, enfin, je ne veux pas m'étaler à des raisonnements politiques, et quoi tout ça parce que c'est notre révolution, c'est la victoire du peuple, et nous devons importer dans notre pays ce qui est juste comme ailleurs pour le développement de ce pays. Et non de plaquer quelqu'un avant de s'installer. C'est lui. Je suis clandestin en RDC, je suis d'accord, mais vous connaissez tous hein, ce que représentait hein, la Nice. On a tout cassé là. Le RSP est là, le DP est là. Et nous faisons de ça un centre hospitalier. Là où les gens avaient peur de mettre le pied, nous disons les gens doivent aller pour se faire soigner. Et ce n'est pas seulement le soin médical, mais le soin socio-économique et familial. Voilà. Merci beaucoup, c'est le directeur général pour ces différentes décisions. Je ne sais pas si nos amis de la presse ont encore des préoccupations. S'il y a encore des préoccupations, je vois qu'il y a des dames journalistes qui voudraient parler. Je vous informe que nous venons de faire 1h30. Nous avons encore 30 minutes pour poser des précisions, parce que souvent nous nous réveillons. Merci beaucoup, c'est Christine Yakoura de TKM. J'ai une question en rapport à la délivrance des passeports ordinaires, page 45. Ici, vous dites que ce document doit être délivré avec un maximum de sûreté et de sécurité. En RDC, la RDC, disons la DGM, doit gérer ce secteur qui garantit la sécurité de l'État. Mais nous savons que la DGM a eu à gérer ce secteur à un moment donné, et aujourd'hui, ce sont les affaires étrangères qui s'en chargent. Pensez-vous qu'il n'y a pas de sécurité aux affaires étrangères par rapport à la DGM, et qu'est-ce qui fait que ce secteur a été confié aux affaires étrangères? Merci. Donc, Kazali, Radio-Télévision CBS. Bon, en question s'intéresse à la DGM. La loi sur le commerce interdit que l'étranger ne peut pas faire le petit commerce sur le terrain. Mais nous assistons à certaines choses ici chez nous. Nous voyons les étrangers qui viennent, qui commencent à faire même des petits commerces qui ne sont même pas autorisés. Même en quelques mètres aussi, nous descendons ici, de notre même ligne, nous verrons même les étrangers qui vendent même de l'eau, qui vendent même des camons de lait, de n'importe quoi. Je ne sais pas si la DGM trouve ça comme un investissement. Merci. C'est normal que quelqu'un puisse partir de Dilolo pour venir à Kinshasa chercher son passeport. Vous trouvez normal que quelqu'un puisse quitter Aru, Bunia, je ne sais pas où, pour venir à Kinshasa, alors qu'il n'a même pas besoin de connaître Kinshasa toute sa vie? Vous trouvez ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Ça, c'était des principes incorrects. Des principes qui ont mis les, je ne dis pas de Congolais, mais les Aïrois à l'époque que nous connaissons. Tout ce qui s'était passé la Deuxième République, c'était l'inversion des valeurs dont nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts aujourd'hui pour retrouver la vraie version des valeurs des hommes dans notre pays. C'est ça. On s'était battu depuis le 17 mai. Parce que vous ne connaissez pas l'historique, comment le passeport ordinaire est arrivé à la 2GM. Et à l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères, Bizi Makara,
je ne dis pas que c'était bagarre de se faire couler le sang, mais c'était la bagarre des idées, avec des arguments. Voilà, parce que nous sommes le ministère de l'Intérieur et nous gérons la population. Voilà, malheureusement, comme j'avais évoqué bien avant ici, le feu président Kabila, en nous attribuant la charge de délivrer le passeport comme partout dans le monde, malheureusement, pendant qu'on mettait les mécanismes avant de récupérer ces passeports, pouf, comme j'avais dit, on fait un pas pour casser et revenir. Mais même la DGM, quand la DGM délivrait le passeport, c'était la même foire. C'était la foire du passé au ministère des Affaires étrangères. Et vous trouvez normal, le jour qu'on a restitué encore le passeport aux affaires étrangères, les gens ont mis des rameaux, les gens ont fêté. Vous trouvez ça normal? Pour quelle raison? C'est tout simplement parce que c'est notre tour. Et nous devons enlever cette idée dont aujourd'hui nous devons nous réjouir. Parce que nous avons un décret créant la DGM pour du 11 janvier 2003 qui donne tout le pouvoir à la DGM de délivrer le passeport. Et nous sommes en train de mettre en place des mécanismes justes dont nous ne nous précipitons pas. Et quand ces mécanismes seront à jour, je vous jure, chacun de nous tous sera satisfait de la nouvelle modalité de délivrance de passeport. Donc les affaires étrangères n'ont pas compétence à délivrer de passeport dans le territoire national. Et en plus, dans nos ambassades où nous devons aussi délivrer des visas, à ces moments-là, nous sommes couverts. Parce que nous sommes à l'extérieur. À l'extérieur, nous ne nous identifierons plus comme personnel du ministère de l'Intérieur, mais comme personnel des affaires étrangères. C'est ça le problème. Nous sommes en pleine préparation pour satisfaire les attentes nationales. Parce qu'aujourd'hui, même si nous sommes dans cette salle, on peut faire l'expérience, avec 200 $ tout de suite, je vous jure, avant que nous quittons cette salle, vous aurez votre passeport ordinaire. Si c'est ce souci de ce mécanisme-là qui peut encore nous tenir à cœur, nous disons non. Donc, très prochainement, la DGM va délivrer des passeports dans des mécanismes qui vont nous placer dans la spirale des ministères de l'intérieur de tous les pays du monde. Donc, avec sécurité et sûreté. Donc, par exemple, on a toujours besoin de dire ce que nous n'arrivons pas à accomplir nous-mêmes, nous devons toujours avoir l'assistance des autres. Parce que dans ce monde, il y a d'autres qui viennent de loin, qui veulent vraiment nous assister dans l'accomplissement de ce travail. Imaginez-vous, si demain, pour l'octroi passeport, on a un Hollandais, un Français qui viennent travailler en collaboration, en coopération avec nous. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que cela soit l'attente de tout le monde. Voilà, et le Congolais voyagera en plus tranquillement avec un passeport fiable. Et aujourd'hui, nous devons aussi avouer que nous voyageons avec des passeports non fiables, dont il n'y a aucune, je n'accuse personne, dont il n'y a aucune référence. Référence, c'est la photo et l'argent, c'est tout. Là, ce n'est pas la sécurité. Donc, vous devez être vraiment calme, que dans le tout prochain jour, la DGM va délivrer sur toute l'étendue du territoire national des passeports comme ailleurs à travers le monde. Et puis pour le petit commerce que nous sommes en train de dire, mais regarde, mais qu'on soit à Bruxelles ou pas, mais quand vous partez à Matongé à Bruxelles là-bas, dis-moi un peu, quel est le Congolais qui fait le grand commerce à Matongé là-bas? Mais toujours encore ça. C'est que vous voulez aller faire chez des autres, vous ne voulez jamais que les autres fassent chez vous. Et je vous jure, ces Ndingari qui vendent
leurs cabris à Matongé là. Si nous les expulsons aujourd'hui, combien de mamans qui ne vont plus fabriquer des chikwang? Parce que nous-mêmes, comme Congolais, nous refusons de manger des cabris sans chikwang et des cabris préparés par les Congolais. Montrez-moi un petit mais comment. Alors un peu sur Avenue Lokolama pour voir le taux de chômage. Tous les chômeurs à 7 heures ici, il est 14h40, allez un peu à Matongé, aller voir des directeurs, des responsables d'administration qui sont là, chez le monsieur qu'on appelle Kadhafi, là, en train de manger des cabris là-bas. Mais que le Congolais est incapable de fournir, c'est notre chèvre. Nos chèvres, mais que nous ne savons pas comment même les traiter. Alors, pourquoi s'emporter à de petites choses inutiles et quoi, tout ça? 60 millions d'habitants, nous devons nous emporter contre... Mais nous sommes combien au Burkina Faso? Demandez un peu à tous nos joueurs qui vont là-bas un peu partout. Mais on a vu, quand on était allé jouer au football, je ne sais pas moi, ou quoi tout ça, hein, en Afrique de l'Ouest. Mais il faut voir la communauté congolaise de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes même plus nombreux là-bas. Mais il y a un mois, je crois, on avait reçu un responsable de l'ONG qui est venu de l'Algérie avec des photos, avec des disquettes. Donc, allez voir un peu à Alger. Aujourd'hui, nous sommes environ 15 000 Congolais en Algérie. 15 000. Et dans quelles conditions de vie? Et des Congolais qui n'ont pas monté dans l'Air France, pardon, qui traversent ici, avec des pirogues, de trucs là. Ils montent dans des camions, ils traversent le désert à bord de camions, jusqu'en Algérie, pour aller tenter de traverser la Méditerranée. Mais on a combien d'Algériens ici? Dans le marché du travail, dans quoi, tout ça, il n'y en a même pas 20. Vous trouvez ça normal? Alors pourquoi, si je vois un Algérien en train de vendre je ne sais pas quoi ici, dois-je m'emporter contre lui parce que je suis l'immigration par rapport aux 15 000 Congolais qui sont là-bas? Non. Donc l'homme doit apporter ce qu'il peut apporter partout là où il se trouve. Nous quittons ici. Même le frère qui vient de poser la question. Peut-être vous pouvez même avoir un frère, un cousin, un oncle qui vit en Europe. Il est parti en Europe. Est-ce qu'il a un frère ministre européen là-bas? Mais il a fini par trouver du travail là-bas. À travers quel mécanisme? Du favoritisme? Je dis non. Parce qu'il y a des mécanismes, qu'on soit étranger ou pas, mais il y a quand même des mécanismes qui favorisent tout le monde à trouver quelque chose pour se faire valoir. Et se faire valoir n'a pas de frontières. Se faire valoir quelque part n'a pas de frontières. Donc ne nous emportons pas contre ce... Oh, mais il a le droit de vivre. Il a le droit de... Mais le gouverneur du Kasaï oriental l'autre fois nous a posé cette question. On avait arrêté des bandits en Mbujimayi. Et devant, le gouverneur a réuni toute la ville de Mbujimayi dans un stade, dans un lieu public. Et il a posé cette question de savoir combien de bandits sont... Parmi ces bandits, combien d'étrangers sont là? 0. 0. La faute est individuelle. Quand un Camerounais commet son problème, inutile de dire oh, les Camerounais ont fait ceci. Quand un Ivoirien a commis ce qu'il a commis, inutile de dire les Ivoiriens ont commis ceci. Non, c'est individuel. Est-ce que nous-mêmes, ce que nous commettons chaque jour, nous sommes propres? Nous-mêmes, nous sommes propres vis-à-vis de notre propre législation. Nous sommes propres? Nous ne sommes pas propres. Alors, commençons à lutter pour que nous soyons propres et imposer aussi l'imposition. L'imposition vient seule. Hein? Que ceux qui viennent vivre avec nous ici puissent nous trouver dans de bonnes mentalités. Que nous respectons nos lois et aussi respecterons nos lois.
l'homme qui vient de loin va s'intégrer. Nous sommes aujourd'hui dans le monde moderne. Pour que les autres s'intègrent. Mais c'est nous-mêmes, nous sommes intégrés dans nos lois. Rien du tout. Donc vendre de l'eau et quoi, tout ça, ce n'est que juste. Ce n'est que juste. Il y a de vieux Ouest-Africains nés ici en 1935. Il y a combien de Congolais qui sont même locataires chez des Ouest-Africains ici, que jusqu'à leur mort n'auront même pas une portion de terre. Mais celui qui vient de loin, d'une façon judicieuse, il a sa maison, il a tout ici. Alors comment lui aussi ne doit pas vendre de l'eau? Et toi qui n'as même pas une maison dans ton propre pays, tu veux l'interdire de faire un petit commerce. Entre-temps, nous on a dégradé Ixelles là-bas, à Bruxelles. Là. Vous voyez la saleté qui est là, la même saleté qui est ici. Hein. Moi personnellement, j'ai horreur de pénétrer Matongé à Bruxelles parce que ce n'est pas conforme à des conformités des villes européennes. Ce que nous avons rendu. Les premiers vendeurs de drogue là-bas sont qui? Les pickpockets et quoi tout ça, c'est encore nous. Ah, ça aussi nous devons avouer. Nous devons avouer. Si c'était que des charters pour envoyer des Congolais de l'extérieur pour ici, je vous jure, cet aéroport sera plein chaque jour. Voilà pourquoi j'ai dit au départ que nous sommes aussi bien accueillis ailleurs et nous devons être accueillants ici. Les commerces et les activités sont pour tout le monde sur le même pied d'égalité. Sans pour autant fermer la porte de la DGM qui est ouverte tous les jours. Si je dois lire à la page 7, le directeur général écrit ceci. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le 30 juin 1960, il n'y a jamais eu une politique officielle sur l'immigration. Aujourd'hui, il est grand temps pour que notre Troisième République puisse constituer la grande occasion de faire comprendre à notre peuple la pertinence de l'immigration en RDC. C'est pourquoi, c'est ce qui est important d'ailleurs, c'est pourquoi nous mettons à votre disposition ces projets sur l'avenir de l'immigration dans l'intérêt du développement de la nation congolaise. C'est un ouvrage constitué de 79 pages que vous allez exploiter pour montrer aux Congolais qu'est-ce que c'est la DGM pense. Pour nous poser la parole, je vais donner au chef de protocole pour la suite du programme. J'ai dit et je vous remercie. Vos préoccupations. Maintenant, nous allons demander à l'autorité et à l'audience de vous déplacer légèrement ici à gauche pour nous regarder un peu. Il y a un curé qui était préparé pour l'ensemble. Donc, avec votre permission, monsieur le directeur général, je voudrais profiter de monsieur le directeur général adjoint, monsieur Jean-Claude Djibiri. Merci beaucoup pour ça. balukaka kombo na ngai natambelaka kombo ya nzambe nalingaka nayebaka o yangana nanyo likambo yango batonkama balobaka kaka yanga yo eka musinga kombo nanga na te asosesi butubutu nzela ya molili mpona nini kombo nanga ezika. Répondre à ma place le souci de notre ouvrage. Je crois que c'est un grand projet et la philosophie surtout qui a animé le directeur général pour arriver à mettre à la disposition de tout le monde sa consultation, c'est celui de voir notre pays recevoir les étrangers aussi, les étrangers qui
C'est vrai. Merci beaucoup. Nous laissons également l'autorité de certainement nous avons plus encore cela. Nous allons donner le temps de faire cela. C'est vous qui pensez que nous pouvons partager ensemble. Après le montant. nzela ya molili mpona nini omonanga ezika nakobanda kokanisa nini yango nga nasali nazalaka nanga na likambo ya moto te moninga bote na ngai nini soki tokeseni bizaleli nakenda wapi nabomba na makambo esikanga mpe